Vous êtes les bienvenus au rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Voici les titres. L'Association pour une communication non violente au Bénin, ACNV, a organisé ce jeudi un atelier d'introduction à la communication non violente à l'Amphi Idriss Déby Itno du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Les détails vous seront fournis dans ce journal. À suivre, 3051 musulmans béninois participent au Hajj 2018, ce pèlerinage à la Mecque vient honorer le 5e pilier de l'islam. Et puis dans la sous-région ouest-africaine, vous suivrez les réactions au sein de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire après l'éclatement de l'alliance entre les deux partis qui gouvernent le pays depuis 2010. Voilà pour le sommaire. Merci à nouveau de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Permettre aux jeunes de développer les comportements favorables à la paix, c'est l'objectif visé par les associations, par l'Association pour une communication non violente au Bénin, l'ACNV, qui a organisé ce jeudi un atelier d'introduction à la communication non violente au campus d'Abomey-Calavi. Laurent, Roland Toninques et Fiacre Voitan nous font le point. Dans le cadre de la Semaine Jeunesse et Paix édition 2018, l'Association pour la communication non violente au Bénin et ses partenaires ont organisé ce jeudi 9 août 2018 à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno un atelier d'introduction à la communication non violente au profit de la jeunesse. Cet atelier vise à enseigner aux jeunes les notions de la communication non violente et comment ils et elles peuvent tous utiliser ces notions pour pouvoir améliorer leur manière de communiquer avec les autres, que ce soit dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur organisation ou dans leur communauté, etc. Avec ces outils, nous avons l'assurance que nous aurions aidé les jeunes à adopter des comportements de paix dans les situations de conflit, les situations de crise. Après une série de questions-réponses, la présentation des membres de l'association, une séance de jeu de rôle, la sœur Fleur Nathalie Yassin-Guézo a animé l'atelier proprement dit pour permettre aux jeunes étudiants, constitués pour la circonstance en majorité des jeunes volontaires de l'université d'Abomey-Calavi, de comprendre le concept de communication non violente et d'adopter désormais les comportements favorables à la paix. Une initiative appréciée à juste titre par le formateur à la citoyenneté extasiologue Simon Nassis Tometti. C'est très important que chaque année, on puisse célébrer la communication non violente pour attirer l'attention des hommes que nous sommes, que nous devions faire beaucoup attention pour ne pas remettre en cause le vivre ensemble. Donc c'est une démarche pédagogique visant à nous rappeler ce qu'est l'amour en soi, l'amour en l'autre, l'amour en la patrie, l'amour en Dieu. Et ça, c'est très important. Il faut l'insérer dans tous les programmes de formation continue des travailleurs du secteur public comme du secteur privé. Romaric Mouftaou, vice-président de l'ACNV, s'adresse par ailleurs aux jeunes pour la sauvegarde de la paix et les invite à participer aux autres activités prévues pour cette semaine Jeunesse et Paix. Je voudrais vous inviter tous, jeunes hommes, jeunes femmes, à nous rejoindre pour la caravane de la paix au niveau de la place de l'Étoile Rouge ce dimanche 12 août qui symbolise la Journée internationale de la jeunesse à 14 h. Nous serons à la place de l'Étoile Rouge et nous allons démarrer une caravane pour la jeunesse, pour la paix. Et cette caravane prendra fin au stade de l'amitié à 16 h. Et à 16h30, nous allons tous entrer dans le palais des sports pour pouvoir faire un concert géant à l'endroit de la jeunesse et pour promouvoir la paix. Jeunes béninois, adoptons les comportements de paix afin de pouvoir contribuer à construire notre pays. L'Association pour la communication non violente existe au Bénin depuis 16 mois. Elle est apolitique et laïque et est présidée par la sœur Fleur Nathalie Yassin-Guézo, seule formatrice certifiée en communication non violente au Bénin.
Écoutons à présent certains citoyens se prononcer sur un point du code électoral en étude au Parlement, notamment celui inhérent aux restrictions et à la définition des statures des anciens chefs d'État et d'institutions au Bénin, au cas où ils se présentent aux élections législatives. Quand on dit ancien chef d'État dans un pays, c'est un poste vraiment honorifique et puis du coup vous venez encore postuler pour un poste législatif. Est-ce que quand vous êtes ancien chef d'État, vous serez encore député à l'Assemblée nationale, on va voir que c'est pas un truc où on peut encourager. Mais si les députés le votent sans différence, c'est-à-dire sans avoir une autre manière d'interprétation de la chose, on voit que c'est vraiment une chose qu'on peut louer. Mais il y a une question qui se pose, ces derniers, c'est-à-dire celui qui a une casquette d'un chef d'État, s'il veut encore postuler à un poste législatif, pour lui, c'est toujours dans l'esprit de diriger le pays, dans l'esprit de partager ou d'apporter encore sa pierre à l'édifice pour le bien-être des décisions à l'Assemblée. Mais pourquoi, en tant que chef d'État, ne pas aller à la retraite de façon paisible et avoir une idée claire sur ce qui se passe dans le pays en tant qu'observateur, en tant qu'un sage, et puis on peut vous consulter à tout moment pour avoir une idée sur comment les choses se passent à l'Assemblée ou dans le pays. Mais quand vous venez encore postuler encore pour que vous soyez encore député, il voit que ce n'est pas un truc où on peut encourager au niveau des postulants. Un chef d'État, c'est un chef d'État. Qu'il fût chef d'État et qu'il arrête ses fonctions en tant que chef d'État, reste toujours un chef d'État, puisqu'il a eu à gouverner ce pays et tout le monde a vu sa gestion. Si je suppose un instant que c'était quelqu'un qui avait bien géré le pays, ce n'est pas en voulant postuler pour autre poste qu'il va perdre son trône de chef d'État. Non, moi je ne crois pas que c'est une très bonne réforme. Je pense que les anciens chefs d'État doivent avoir forcément un statut. En tout cas, à ma propre vision, je vois qu'on doit les respecter. Parce que être président n'est pas facile. Donc le statut du président ne doit pas être forcément banni. Donc je vois que ce code-là, vraiment, c'est un code à revoir. Parce que quand on est chef d'État, il faut qu'on respecte. C'est un titre très honorable. Et je ne vois pas pourquoi on a inclus les anciens chefs d'État dans ce code-là. À mon humble avis, je vois que normalement, un chef d'État dans un pays, c'est des gens vénérés, c'est des gens de dernier recours. Je donne un simple exemple. Lorsque les syndicalistes et le gouvernement sont à couteau tiré, il faut des gens pour ramener la balle à terre. Maintenant, si ceux-là voient qu'aujourd'hui, ils ont encore le sang jeune pour aller sur le terrain politique, alors là, enlevons-lui ces statuts-là pour qu'ils deviennent simples comme les autres joueurs sur le terrain. Rappelons que l'article incriminé, l'article en question, concerne non seulement les anciens chefs d'État, mais aussi les anciens responsables d'institutions au Bénin. Autre volet maintenant, lancement de l'appel à proposition au profit des organisations de la société civile et des structures étatiques dotées d'une autonomie financière. Cet appel à proposition entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la justice. La cérémonie a eu lieu dans l'après-midi de ce mercredi au centre de documentation et de l'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Horacia Djodi nous fait le point. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'appui à la justice, il a été prévu l'octroi de subventions aux organisations de la société civile et des structures étatiques dotées d'une autonomie financière. La cérémonie de ce mercredi 8 août 2018 consacre donc le lancement officiel de l'appel à proposition au profit des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine judiciaire et pénitentiaire. Le projet d'appui à la justice a procédé à l'élaboration de l'appel à proposition restreint et des lignes directrices pour l'appui des initiatives de la société civile pour une justice accessible, de qualité et pour l'amélioration des services pénitentiaires, des établissements pénitentiaires et des centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Il s'agira, à travers des projets novateurs, de donner aux uns et aux autres le gage d'une justice de qualité et d'apporter une amélioration significative au quotidien des détenus et des enfants et des adolescents en situation délicate.
Le projet d'appui à la justice bénéficie principalement de l'accompagnement de l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement. Le PAJ, comme on l'appelle, financé par le 10e FED, dispose d'un budget de 8 millions d'euros pour la période 2014-2020. Il se propose de contribuer à la promotion de la démocratie au Bénin à travers l'amélioration de la gouvernance, de la lutte contre la corruption et du respect des droits de l'homme. Son objectif spécifique est d'apporter un soutien au Bénin pour l'amélioration de l'accès à une justice équitable et de qualité et pour l'amélioration des conditions de détention et de réinsertion des détenus. Cet appel à proposition s'articule autour de deux lots. Le premier concerne l'accès des justiciables à une justice de qualité et le second vise l'amélioration des services pénitentiaires, des établissements pénitentiaires et des centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Le ministre de la Justice a dans ses propos exhorté les organisations de la société civile à participer à cet appel à proposition. Le coût du projet actuel est de 580 957 000. Il est mobilisé pour la réalisation des projets éligibles qui seront ceux qui nous seront soumis par toutes les organisations de la société civile. Je les souhaite nombreuses. C'est pourquoi je voudrais les inviter toutes à participer massivement à cet appel à proposition. Je voudrais saisir cette occasion pour vous exprimer et vous renouveler, Madame la représentante, nos sincères remerciements pour la sollicitude de l'Union européenne qui accompagne depuis plusieurs années déjà le ministère de la Justice en vue du renforcement du secteur de la justice au Bénin pour davantage d'efficacité. L'appel à proposition et ses lignes directrices ont été publiées sur les sites des différentes structures concernées. Le projet d'appui à la justice a pour finalité l'instauration d'un véritable état de droit au Bénin. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. 3051 musulmans béninois ont commencé à rallier la terre sainte d'Arabie Saoudite afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le vol charter. Le deuxième d'ailleurs a décollé du Bénin, plus précisément de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantine Cotonou ce jeudi 9 août 2018 avait à son bord 311 pèlerins béninois. Laurent Roland Tolinkès pour plus de précisions. C'est effectif. Les pèlerins du Hajj 2018 foulent depuis quelques jours le sol saoudien. Le deuxième vol charter, affrété par la compagnie Air Tassi Bénin, a décollé de l'aéroport Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou ce jeudi 9 août 2018 à 1h du matin avec à son bord 311 pèlerins. 3051 musulmans béninois prennent part à l'édition 2018 du pèlerinage à la Mecque. Pour rallier l'Arabie Saoudite, les pèlerins sont répartis sur deux vols. Les vols réguliers, qui ont déjà convoyé 1665 pèlerins, et les vols charter, prévus par la compagnie Air Tassi Bénin, qui doivent convoyer 1386 pèlerins, dont le premier vol est parti le mercredi 8 août 2018 à 3h12 avec 382 pèlerins, dont 2 bébés. Ceux du premier vol ont atterri en Terre Sainte ce matin à 8h30, Inch'Allah. Le processus continue avec le 3e, le 4e et le 5e vol qui vont se dérouler tout le long de la semaine et s'achever d'ici dimanche. Avec le concours du comité Hajj, du conseil des convoyeurs, de la DEI, du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, l'appui du chef de l'État, du chef du gouvernement, nous avons réussi cette année à passer le cap de beaucoup de temps perdu par rapport aux années antérieures. Et nous avons aussi réussi à avoir des tarifs plus bas pour un nombre plus grand. Placé sous la direction du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Abenonsi, les voyages du Hajj 2018 se déroulent avec beaucoup de célérité et moins d'insuffisance comparativement aux années antérieures. C'est ce que nous confirme Bachirou Badamassi, secrétaire général du Conseil national de coordination du Hajj, CONACO. Sincèrement, depuis le départ, le gouvernement s'est mis dedans pour vraiment nous appuyer et nous devons les remercier. Et le chef de l'État s'est impliqué spécialement pour donner des instructions fermes. Et nous prions que tout se passe bien jusqu'à la fin. Il n'y a aucun problème cette année avec les convoyeurs. Nous prions Dieu de nous permettre de réussir les 3 autres vols qui restent. Vous avez vu le deuxième vol en train de partir avec la joie, les pèlerins sont contents. Aucun pèlerin n'a fait plus de 24 heures. Lorsque tu viens à Zongo, c'est en 12 heures que tu dois partir. Donc le chef de l'État a donné des instructions et nous avons tout fait pour les suivre à la lettre.
Donc nous devons le remercier parce qu'on a vu que ça a marché. Ainsi, 3 autres vols sont prévus jusqu'au 12 août au plus tard pour convoyer le reste des pèlerins. Le retour des pèlerins est programmé du 9 au 13 septembre 2018. Et c'est la compagnie Air Tassi Bénin qui assurera comme à l'aller le retour des pèlerins par vol charter. Puisse Allah les y accompagner. Autre registre maintenant, résultat du brevet d'études du premier cycle BEPC 2018. Une catastrophe selon certains enseignants et parents d'élèves. 28%, c'est le taux d'admissibilité des résultats bien évidemment du BEPC, session de juillet 2018 au Bénin. Quelles analyses peut-on faire de ce taux de 28% obtenu cette année? Suivez bien évidemment le point, je dirais, l'élément de la rédaction de EDN Télévision et Diaspora FM. 28,63%, c'est le taux d'admissibilité au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2018. Un taux qui révèle une fois encore que l'école béninoise a d'énormes problèmes. Mais force est de constater que depuis quelques jours, les enseignants et les syndicats des enseignants sont pointés du doigt. Un avis que réfutent les responsables syndicaux. Selon eux, la responsabilité est partagée. Comment voulez-vous que nous fassions 3 mois de grève et en guise de compensation, l'État programme le nouveau calendrier sur 1 mois? C'est inadmissible et c'est incompréhensible. On a aujourd'hui l'impression que c'est fait à dessein pour obtenir ce résultat, pour mettre à mal les organisations des travailleurs. Aujourd'hui, il est clair que le gouvernement a sacrifié nos enfants et doit prendre ses responsabilités. Je ne dirais pas que nous ne sommes pas responsables, nous enseignants, nous syndicats, dans cette situation. Nous avons notre part de responsabilité, mais nous ne pouvons pas porter toute la charge de la responsabilité. Et je trouve que ce n'est pas responsable de la part d'un gouvernement de considérer que la seule raison qui peut expliquer les résultats que nous avons eus là, que la seule raison c'est la grève des enseignants. Nous avons fait 3 mois de grève, certes, et tout le monde sait que même quand vous faites une seule journée de grève, ça devrait déranger les acteurs de l'école. Parce qu'une journée de grève, ça fait des milliers d'enfants qui n'ont pas eu l'enseignement qu'il faut. Quelle est la qualité du dialogue social qu'on a mis en place pour éviter ça? Selon ces responsables syndicaux, les problèmes des résultats faibles pour les examens de fin d'année sont ailleurs. L'école béninoise est malade de ses acteurs, du gouvernement, des parents d'élèves, des enseignants. Et cette situation, nous l'avons étudiée suffisamment au niveau de notre confédération, au point où nous avons écrit même 2 livres, l'école béninoise à la croisée des chemins, et ensuite nous avons écrit l'audace pour dénoncer les dérives au niveau de l'école béninoise. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés par les pouvoirs publics. Je voudrais demander au gouvernement de comprendre que l'acteur majeur qui peut permettre d'éviter une grève pour l'année scolaire prochaine, c'est d'abord lui. La balle est en grande partie dans son camp. Parce que c'est lui qui enclenche le dialogue. C'est lui qui a pris des engagements. Les nouveaux programmes qui ne sont pas adaptés à notre système éducatif. Les conditions d'enseignement, vous avez des enseignants où un professeur a 80 ou 100 élèves dans une classe. Or, l'approche par compétence veut qu'on ait un nombre réduit d'enfants pour aller sur chaque enfant pour voir comment il comprend d'abord les consignes qui sont données et au bout du compte, comment il a maîtrisé le cours. Avec 60-80 enfants, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si on prend même le nombre d'enseignants par rapport aux infrastructures, les classes volantes et autres, le nombre d'enseignants est réduit. Autant de points qui faisaient partie des revendications, mais non satisfaites par le gouvernement. À cet effet, les responsables syndicaux appellent les autorités à prendre leurs responsabilités.
Poursuivons ce point de l'actualité sur Eden Télévision et intéressons-nous maintenant aux réactions au sein de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire après l'éclatement de l'alliance entre les deux partis qui gouvernent le pays depuis 2010, 2 mois avant les élections. Le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, a annoncé qu'il se retirait d'une initiative du président Alassane Dramane Ouattara, j'y arrive, laquelle initiative vise à créer un parti commun avec sa propre organisation, le Rassemblement des Républicains RDR. En voici des détails. Que cette décision du PDCI intervient. À chaud, nous n'avons pas de réaction, si ce n'est que de prendre acte de cette décision. Nous restons fondamentalement attachés, et le président Ouattara reste fondamentalement attaché aux valeurs de dialogue. Toute initiative qui pourrait être prise pour rassembler les enfants de Fo-Boigny et rassembler les Ivoiriens, ces initiatives ne vont pas s'arrêter, vont continuer. Le PDCI RDA, dirigé par le président Henri Konan Bédié, ne se reconnaît pas aujourd'hui dans le gouvernement actuel, étant donné que lors de la formation de ce gouvernement, le président de notre parti n'a pas été consulté. Et donc, nous ne savons pas au nom de quel parti politique ces frères qui sont à ce gouvernement ont été appelés. Pour toute attente, nous nous rendons compte que le chef a décidé de mettre fin donc, à cet accord politique. Déjà, c'est un problème pour nous. C'est regrettable qu'on soit arrivé à prendre une telle décision et on parle même d'une nouvelle alliance qui peut être créée, mais nous préférons être alliés aux enfants d'Oufoué que de nous allier à des gens qui ne partagent pas la même idéologie que nous. Eh bien, cette édition se poursuit. Le président malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, seront bien opposés au second tour de l'élection présidentielle de 12 août, confirme la Cour constitutionnelle malienne en rejetant les recours introduits par l'opposition. Madame Danioko a déclaré que les deux hommes seront opposés lors du second tour, le second tour du dimanche, comme ce fut le cas en 2013 où Ibrahim Boubacar Keïta l'avait emporté avec plus de 77% des suffrages exprimés. La présidente de la plus haute juridiction du pays a également déclaré irrecevable la plupart des requêtes introduites par l'opposition. Suivez ici les détails. Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants. 1. Ibrahim Boubacar Keïta, 1 331 132, 41,70%. Soumaïla Cissé, 567 679, 17,78%. Un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 331 132 voix et le candidat Soumaïla Cissé 567 679 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018 de l'élection du président de la République. C'est tout pour ce point de l'actualité que moi je vous remercie d'avoir suivi sur Eden Télévision et je vous donne rendez-vous ce dimanche sur les différentes éditions d'information, à savoir le 13h, le 17h et le 20h. Bonne journée.